Le 4 septembre 1989, Marie Bouchard s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille John Eaton, ainsi que de ses deux petites filles de 7 et 10 ans. Elle se rend alors chez elle, dans sa jolie maison de Warwick, une ville de l'État de Rhode Island aux États-Unis. Elle y découvrira une scène de crime atroce en rappelant une autre découverte dans le même quartier 2 ans plus tôt. L'enquête qui suivra va mener à l'arrestation du plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis. Je viens de vous poser le décor de l'affaire d'aujourd'hui qui est assez surprenante, assez choquante aussi et qui surtout n'a pas encore été traitée sur le YouTube français. Moi c'est Nelly, ici je poste des vidéos traitant d'affaires criminelles, parfois en lien avec les cultures alternatives et la musique rock et metal. Si c'est un programme qui vous plaît, je vous suggère de vous abonner. Avant de nous plonger dans l'affaire, laissez-moi vous parler 2 minutes de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Bon là j'en vois 2 ou 3 au fond qui suivent pas trop, qui sont là, mais c'est quoi d'abord un VPN ? Je vais vous expliquer. Eh bien, un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de protéger vos données en ligne en cachant ce qui vous identifie, votre adresse IP. Lorsque vous utilisez un VPN, vos données sont cryptées et redirigées vers un réseau sécurisé privé. C'est toujours mieux d'utiliser un VPN, mais lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi publique dans un café ou dans une gare, là, ça devient carrément indispensable, à moins que vous ayez envie de partager tous vos mots de passe et vos données bancaires avec tout le quartier. Comme ça peut paraître technique et compliqué, mais en réalité, CyberGhost est extrêmement simple d'utilisation. C'est peut-être pour cette raison qu'il est le leader mondial du secteur, avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. CyberGhost est d'ailleurs le fournisseur VPN le mieux noté sur Trustpilot avec une note de 4,8 sur 5. En plus de protéger vos données personnelles, CyberGhost vous permet de surfer sans limite en vous débloquant l'accès à tous vos contenus préférés, y compris ceux bénéficiant d'une restriction géographique. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube ou bien des catalogues de plus de 40 services de diffusion en streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Vous aurez accès à tout, y compris au contenu exclusif à certains pays, et ce, quelle que soit la localisation de votre connexion. Avec CyberGhost, vous êtes sûr de toujours avoir accès à une connexion sécurisée et fiable, grâce à plus de 8000 serveurs situés dans 91 pays différents. Et ils sont accessibles depuis tous les systèmes d'exploitation. Et pas d'inquiétude, CyberGhost est là pour protéger vos données, pas pour les collecter. En utilisant ce service, vous serez à 100% anonyme et personne, pas même le petit fantôme, n'aura idée de ce que vous faites en ligne. Sachez qu'un seul abonnement CyberGhost protège les connexions de jusqu'à 7 appareils différents en même temps, faisant ainsi profiter tous les membres de votre famille d'une connexion sécurisée. Si là j'ai déjà réussi à vous donner envie, attendez, le meilleur est à venir. En cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description, vous bénéficierez de 83% de réduction sur l'abonnement CyberGhost. Ça vous reviendra à seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts. Et vous ne risquez pas grand-chose à vous laisser tenter par cette offre de fou, puisque pendant les 45 jours d'essai, vous aurez tout le loisir de vérifier que CyberGhost correspond bien à vos attentes et vous faire rembourser si ce n'est pas le cas. Et si vous rencontrez le moins de soucis, vous pourrez compter sur un service client disponible 24 heures sur 24 dans 4 langues différentes. Il est donc peut-être temps de commencer à protéger votre vie numérique, et ce, à prix imbattable, en cliquant sur le lien en description. Merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. Je procède à l'avertissement habituel. Cette vidéo traite d'une affaire criminelle et peut contenir des mentions de violence, de mort sur adultes, mais aussi sur enfants. Si ce sont des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, je vous suggère d'aller regarder autre chose sur YouTube ou ailleurs. Les autres, par contre, vous pouvez me suivre, puisque juste après le générique, nous attaquons l'affaire. L'affaire d'aujourd'hui se passe à Warwick, dans l'État de Rhode Island, aux États-Unis. Rhode Island est le plus petit État des États-Unis, mais aussi le plus densément peuplé. C'est aussi l'un des plus riches et des plus sûrs, avec un taux de criminalité très très bas, encore plus à l'époque dans les années 80. Warwick est une ville à l'image de l'État, riche et sûr.
Elle se situe au sud de Providence, la capitale de l'État de Rhode Island, au bord de l'océan Atlantique. La famille Eaton vit dans une jolie maison au 60 Inez Avenue, dans le quartier de Buttonwoods à Warwick. C'est un endroit résidentiel et coquet au bord de l'eau. La mère, John Eaton, a 39 ans et elle a 2 filles, Jennifer, 10 ans, et Melissa, 7 ans. Le mari de Joan et père des 2 fillettes était un militaire du nom de John qui s'est malheureusement ôté la vie quelques années plus tôt. Cette perte tragique a d'autant plus rapproché la mère et ses 2 filles. John est aussi très proche de sa propre mère, Marie Bouchard, ainsi que de sa sœur Marie-Lou. Et c'est donc un environnement très féminin et tout aussi soudé. Le 4 septembre 1989, Marie, la mère de Joan, commence à s'inquiéter parce que depuis le début du week-end, elle n'a pas de nouvelles de sa fille, ce qui ne lui ressemble pas. En plus, il se trouve que c'était le week-end du Labor Day, l'équivalent de la fête du travail, et que les femmes de la famille Eaton avaient l'habitude de le passer ensemble. Ce lundi matin, elle décide donc d'aller vérifier la maison de Joan en compagnie de son autre fille, Marie-Lou. Lorsqu'elle frappe à la porte, ça ne répond pas alors que la voiture est bel et bien garée dans l'allée devant la maison. Les 2 femmes décident alors de regarder à l'intérieur de la propriété. Et là, elles découvrent que le hall d'entrée est couvert de sang du sol au plafond. Et au sol, il y a un tas de draps, eux-mêmes ensanglantés, un peu mis n'importe comment en boule. Les 2 femmes n'osent pas regarder d'elles-mêmes sous les draps, alors elles appellent la police qui arrive rapidement sur les lieux. En effet, il était préférable que ce ne soit pas elles qui découvrent ce qui se trouve sous les draps. Les policiers y découvrent le corps sans vie de John Eaton. Juste à côté, dans l'entrée, se trouve celui de Jennifer, sa fille de 10 ans, celui de Melissa, 7 ans, et juste un petit peu plus loin sur le sol de la cuisine. La femme et les 2 petites filles ont été massacrées à l'arme blanche. L'autopsie révèle que John Eaton a été battu, étranglé et lacéré de 57 coups de couteau. Des traces de morsures sont présentes sur son visage. Jennifer, 10 ans, a quant à elle reçu 62 coups de couteau. La mère et la fille ont le crâne fracturé. Melissa, la cadette de 7 ans, a elle aussi été poignardée à de multiples reprises et elle a le crâne dans un état encore pire que celui de sa mère et de sa sœur, quasiment broyé. Il sera déterminé plus tard qu'elle a été frappée à la tête avec un tabouret de cuisine. L'assaillant a poignardé la fillette avec tant de rage que la lame du couteau s'est cassée et est restée dans son corps. Il a pris un autre couteau dans la cuisine, comme il avait fait pour le premier, afin de pouvoir continuer à s'acharner sur sa victime. Ce couteau-là, ainsi que le manche du premier couteau, dont la lame a été retrouvée dans le corps de la fillette, ne seront pas retrouvés sur la scène de crime. L'autopsie détermine que les 3 femmes ont été tuées au début du week-end, soit 3 jours avant la découverte des corps. Les enquêteurs notent que les 3 victimes ont été soigneusement recouvertes avec un tapis, un drap et des couvertures. Et en général, ce genre d'attitude indique que l'auteur connaissait ses victimes, au moins de vue, et qu'il a ressenti peut-être des remords. L'abondance de sang sur la scène de crime permet de retrouver une trace de pas, de chaussettes en fait. Et celle-ci n'est pas vraiment anodine puisqu'elle correspond à une pointure 46,5. Leur suspect est donc un homme au gabarit impressionnant, certainement de très grande taille. Un 4e échantillon de sang, en plus de celui des 3 victimes, est retrouvé dans la maison. Il est peut-être celui de l'auteur. Il sera donc possible de comparer ce sang avec celui des éventuels suspects. Et ça indique aussi qu'il faudra rechercher quelqu'un avec une blessure au bras ou à la main. Ce sang provenant certainement d'une blessure que l'auteur se serait infligée lui-même en s'acharnant au couteau sur ses victimes. Ce triple meurtre survenu dans un quartier calme, riche et tranquille fait évidemment la une des journaux et va arriver aux oreilles d'un voisin de la famille Eaton pour qui ce crime semble familier. Il lui évoque un souvenir horrible. En effet, sa sœur est morte dans des circonstances très similaires 2 ans auparavant, dans le même quartier, celui de Buttonwoods à Warwick. Rebecca Spencer, 27 ans à l'époque, donc 2 ans auparavant en 1987, vivait dans ce quartier de Buttonwoods, dans le prolongement de la rue où se trouve la maison des Eaton. Il suffit de tourner et vous arrivez à son adresse, le 95 Metropolitan Drive. Elle vivait à l'époque avec ses enfants dans cette maison, ainsi qu'avec son frère, celui qui a signalé à la police que le meurtre de sa sœur ressemblait au meurtre des Eaton.
Et en juillet 1987, ils étaient tous sur le point de déménager. Quelques jours plus tard, ils allaient quitter cette ville pour aller ailleurs. Ils avaient tout mis en carton en laissant seulement ce qui était vraiment nécessaire pour la vie du quotidien, un matelas, la télé, etc. Les enfants de Rebecca étaient chez leur père et ce soir-là, le 28 juillet 1987, son frère était lui au travail, donc elle était toute seule dans la maison. Et lorsqu'il est rentré dans la nuit, il a trouvé la porte ouverte et sa sœur morte dans une mare de sang sur le sol du salon. Elle avait été poignardée 58 fois dans la partie haute du corps. La scène de crime ne contenait pas d'indices, l'enquête de voisinage s'était avérée infructueuse et l'enquête sur le meurtre de Rebecca Spencer s'était retrouvée dans l'impasse. Et c'est le triple meurtre de la famille Eaton qui relancera les investigations concernant le meurtre de Rebecca Spencer, car présentant de très nombreuses similarités dans le mode opératoire. Les crimes ont tous eu lieu dans le même quartier de Buttonwoods, quasiment dans la même rue, comme je vous ai dit, à seulement 3 minutes à pied. À chaque fois, les armes du crime sont des couteaux pris sur place dans la cuisine et utilisés avec énormément de rage. Il y a dans les deux cas ce qu'on appelle un overkill, un surtuage, si vous préférez, c'est-à-dire des coups de couteau supplémentaires qui sont infligés bien après ceux nécessaires pour provoquer la mort. L'auteur prend du plaisir à infliger des souffrances inutiles à des femmes et des fillettes. Le FBI porte alors son attention sur les crimes de Warwick, soupçonnant avoir affaire à un tueur en série, puisqu'il y a déjà eu 2 passages à l'acte, en 2 lieux séparés, en 2 occasions différentes. Les enquêteurs imaginent qu'il s'agit dans les 2 cas de cambriolage ayant mal tourné. Et pour cette raison, ils déduisent que l'auteur vit probablement dans le quartier, car les cambrioleurs préfèrent souvent cibler des maisons qu'ils connaissent, dans des lieux dont ils sont familiers afin d'être plus efficaces. La police recherche donc un homme grand, chaussant du 46,5, peut-être blessé, et vivant dans le quartier de Buttonwoods. Avec ce portrait en tête, des équipes d'agents de police vont faire le tour des habitants masculins du quartier, procédant à des interrogatoires, des relevés d'empreintes et d'échantillons corporels. Dans un premier temps, les recherches sont vaines, jusqu'à ce que 2 policiers particulièrement perspicaces mettent la main sur un individu très intéressant. Le 5 septembre 1989, soit le lendemain du triple meurtre des Eaton, les agents Pendergast et Brandreth font une ronde dans le quartier de Buttonwoods. Ils sont en voiture lorsque le physique d'un homme capte leur attention. Il se trouve sur le trottoir et en fait il ne s'agit pas vraiment d'un homme, mais plutôt d'un ado. Et l'officier Pendergast le connaît puisqu'il fait partie des jeunes à qui il donne des cours de basketball sur son temps libre. Il s'appelle Craig Price, c'est un adolescent de 15 ans qui n'en a pas l'apparence. Il mesure plus d'1m90, pèse 130 kg et chausse du 46,5. Les 2 agents l'interpellent, lui demandent de s'approcher, ce qu'il fait. Il lui demande s'il a entendu parler des meurtres. Craig Price répond que oui, qu'il a même vu les corps être évacués de la maison des Eaton. Car il vit dans la même rue, à quelques maisons des lieux du crime. Et tout en discutant, un détail va finir par sauter aux yeux des 2 agents. Craig Price porte un bandage à la main. Il porte une blessure telle que celle qu'ils imaginaient sur l'auteur du meurtre des Eaton. Lorsque les agents vont l'interroger sur sa blessure, Craig Price va expliquer que quelques jours plus tôt, il a pris une grosse cuite, qu'il était vraiment ivre et qu'il a frappé avec son poing au travers d'une vitre de voiture. Mais après vérification, aucun vandalisme sur une voiture n'a été rapporté et il n'y a pas de bris de verre à l'endroit où Craig dit qu'il a frappé dans la vitre de la voiture. Il est alors emmené au poste où on va lui faire passer le test du polygraphe, durant lequel on lui demande à nouveau de s'expliquer sur sa blessure. Il va maintenir sa version et la machine va indiquer qu'il ment. Cela éveille les suspicions des enquêteurs, mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter et le considérer comme un suspect. Par contre, c'est suffisant pour commencer à creuser sa personnalité. Pour ce faire, les agents vont interroger toutes ses connaissances, sa famille, ses amis d'école, ses professeurs, etc. Grâce à ça, ils vont en apprendre beaucoup sur lui. Craig Chandler Price est né le 11 octobre 1973 dans le Massachusetts. Il a grandi au sein d'une famille plutôt aisée. Ses parents sont tous les 2 cadres dans un très grand magasin d'une chaîne américaine. Ses parents déménagent à Warwick, à Rhode Island, lorsqu'il a 5 ans.
C'est une ville aisée dont la population est majoritairement blanche et la famille rencontre quelques difficultés à trouver sa place, y compris le petit Craig. Ceci dit, dès très jeune, il a un gabarit extrêmement imposant dont il sait se servir pour intimider les gens et se faire respecter, donc il n'a pas vraiment à se soucier d'être embêté plus que par des mots de temps en temps. Craig est très fort en sport, il excelle dans tous ceux auxquels il s'essaye, le basketball, le football, etc. Il était surnommé Iron Man, l'homme d'acier, par ses coéquipiers impressionnés par sa puissance physique. Dans le sport, il avait trouvé sa place et il était très apprécié. Au premier abord, Craig Price était un jeune plutôt extraverti et dynamique, un boute-en-train qui aimait plaisanter. Il était populaire auprès de ses amis à l'école, au sport et auprès de sa famille. Personne ne semble avoir une mauvaise opinion de lui. Mais j'ai bien dit « ne semble ». Parce qu'à côté de ça, Craig Price mène une vie secrète. Depuis qu'il a 12 ans, Craig Price fait partie d'une bande de délinquants de son âge avec lesquels il se livre à des actes criminels, en particulier la nuit. Ils entrent par effraction chez les gens de leur quartier pour les cambrioler. Et il arrivait aussi à Craig d'opérer seul, de procéder à des cambriolages sans sa bande, donc n'imaginez pas qu'il se laissait juste entraîner. Parce qu'il s'avère que Craig Price est quand même décrit comme quelqu'un d'égoïste, avec peu de morale, faisant ce que bon lui semble sans se soucier du mal qu'il peut infliger aux autres. Côté caractère, derrière la façade joviale et souriante, Craig Price s'emportait très facilement, il était colérique et violent, et les policiers ont eu à intervenir à de nombreuses reprises au domicile familial pour faire stopper des disputes et des bagarres violentes dans lesquelles il était impliqué. D'ailleurs, il est connu des autorités puisqu'au début de son parcours criminel, lorsqu'il avait 12 ans, il a été pris en flagrant délit de cambriolage et il a été condamné à suivre 6 mois de thérapie. Après une peine aussi sévère, vous pensez bien qu'il est rentré dans le droit chemin. Non, pas du tout. En fait, il a commencé à cambrioler dès son suivi psy terminé. Et par-dessus le marché, c'est à cette époque, quand il a 12-13 ans, qu'il va commencer à boire et à se droguer. Marijuana, cocaïne, LSD et alcool, quasiment quotidiennement avec sa bande de délinquants. Lui et son groupe d'amis vivent une vie plutôt normale de jeunes ados, la journée, entre sport, école, de temps en temps, des balades et des courses en vélo dans le quartier. Et puis à côté de ça, ils se droguaient à fond et dépouillaient leurs voisins une fois la nuit tombée. Craig va rapidement commencer à sécher l'école et au bout d'un moment, il n'y va plus du tout. Le rôle de ses parents n'est pas bien clair, j'ai eu beau chercher, j'ai pas eu de réponse à mes questions, parce que sa famille, malgré les bagarres, les disputes, tout ça, ça a l'air d'être quand même une famille équilibrée, avec des parents qui ont de bons boulots, dans un bon quartier. Donc c'est étonnant d'imaginer qu'il l'aurait laissé comme ça faire ce qu'il veut la nuit, se droguer et tout. Bon, ils ont au moins su à un moment qu'il faisait des cambriolages, puisqu'il a été arrêté, condamné pour ça, mais est-ce qu'il savait pour la drogue et est-ce qu'il savait qu'il continuait à cambrioler? On ne sait pas. En tout cas, s'ils se sont aperçus de quoi que ce soit, ils n'ont rien fait. Une dizaine de jours après le meurtre des Eaton, le 17 septembre 89, après avoir passé à la loupe la personnalité de Craig Price, et surtout après avoir appris de la bouche d'une de ses connaissances qu'il s'était vanté du meurtre de Rebecca Spencer, la police décide de perquisitionner son domicile. Ils débarquent alors dans la maison des Price, ça affole un peu les parents, mais Craig, par contre, ça ne l'affole pas du tout, parce qu'il va aller sur le canapé et taper un petit somme pendant que les enquêteurs sont en train de passer au peigne fin la maison. Les policiers ne trouvent pas grand-chose à l'intérieur de la maison, mais ils finissent par s'occuper du jardin. Et dans le jardin, il y a une cabane en bois. Et dans celle-ci, ils vont tomber sur des sacs en plastique contenant des vêtements de Craig ensanglantés, ainsi que des objets provenant des scènes de crime. Craig Price est inculpé pour 4 meurtres, celui de Rebecca Spencer et celui des 3 femmes de la famille Eaton. Ses empreintes et son sang correspondent à ceux retrouvés sur la scène de crime chez les Eaton. Craig Price est emmené au poste accompagné de ses parents, évidemment, puisqu'il est mineur. Il a alors 15 ans, on est à quelques semaines de son 16e anniversaire. Encouragé par ses parents, Craig va avouer les 4 meurtres sur un ton hyper nonchalant, froid et détaché, livrant des détails immondes, imitant même les bruits que les petites filles auraient faits au moment de mourir. À l'écoute de ces monstruosités, il y a même son père qui va sortir de la pièce pour aller vomir.
Dans cette partie de la vidéo, je vais vous livrer les détails des confessions de Craig Price ainsi que les explications qu'il donne à ses gestes. C'est la nature des explications qu'il donne à ceux-ci qui me pousse à vous faire ici un petit avertissement. En effet, Craig Price va expliquer que c'est le racisme qu'il a subi depuis tout petit qui l'aurait poussé à tuer ses femmes. C'est un sujet très sensible parce que pour certains, rien que le fait d'en parler, c'est comme lui trouver une excuse. Et puis pour d'autres, je vais pas en parler assez et on va me reprocher de pas trouver que c'est une circonstance atténuante. Donc je vais essayer de trouver un juste milieu en vous livrant les faits, les événements suffisamment marquants pour que l'auteur estime qu'ils ont conditionné son passage à l'acte, tout comme je vous raconterai qu'un tueur en série a été battu durant son enfance, ce genre de choses. C'est pas trouver des excuses, c'est contextualiser. Donc là, on va faire pareil. Cependant, gardez en tête qu'il s'agit de sa version, il s'agit de la version de quelqu'un qui est quand même accusé de 4 meurtres. Les événements racistes dont il dit avoir été victime ont très bien pu exister, évidemment, mais ils ont aussi pu être inventés ou amplifiés afin de se faire passer pour victime et de minimiser les faits qui lui sont reprochés. C'est une attitude qui arrive quand même. Avertissement terminé. Comme je vous ai dit en début de vidéo, l'affaire d'aujourd'hui a lieu dans une ville riche, d'un État lui-même riche, et qui surtout, à l'époque, dans les années 80, était habité à 90% par des Caucasiens. Quand Craig et sa famille s'y sont installés, ils étaient une des seules familles noires du quartier, et Craig, à l'école, au sport, enfin un peu partout, était un des seuls petits-enfants noirs des environs. Lors de ses confessions, il rapportera avoir été victime de racisme depuis tout petit, et plusieurs de ces épisodes auraient joué un rôle majeur dans ses passages à l'acte. Alors qu'il avait 12 ans et qu'il faisait du vélo avec ses copains dans son quartier, il a entendu d'autres jeunes lui adresser des injures à caractère raciste. Il l'aurait même approché, lui demandant, pour le provoquer, à qui il avait volé le vélo sur lequel il était. Ceci dit, il l'avait peut-être bien volé vu qu'il était cambrioleur. Craig aurait ignoré les provocations et les jeunes seraient repartis en voiture. Mais il serait revenu, essayant de rouler sur Craig, de le renverser en voiture. Craig s'est enfui, il est allé se cacher et quand il est revenu, il a trouvé son vélo tout cassé. Les mecs auraient roulé dessus avec la voiture et ça l'aurait beaucoup peiné. L'année suivante, alors qu'il a 13 ans, on est le 27 juillet 1987, un second événement va lui avoir des conséquences terribles. Craig est dehors avec ses potes, ils sont en train de fumer des joints et de jouer à un jeu Manhunt, la chasse à l'homme. Ils jouent à chat quoi, mais en fumant des joints. Et comme la première fois, il a entendu quelqu'un lui adresser des injures à connotation raciste, cette fois ça provenait d'un homme adulte qui était dans une voiture blanche garée un petit peu plus loin. Et cette fois-ci aussi, l'homme aurait essayé de l'écraser en voiture. Mais ce jour-là, Craig a senti une réelle frustration, une haine monter en lui contre cet individu. Et il a décidé de se venger. Et le soir même, il est chez lui, il va enfiler sa tenue noire qu'il a l'habitude de porter pour faire ses cambriolages, prendre une batte de baseball et sortir. Sa première idée était de vandaliser la voiture blanche, mais elle n'est plus là. Il décide alors de s'en prendre à la maison devant laquelle la voiture était garée, puisqu'il imagine que c'est la maison de l'homme qui l'a offensé. Il aperçoit un chat se faufiler dans une porte entrouverte et décide de rentrer dans la maison dans l'idée de la vandaliser. Mais il voit que dans le salon, il y a une femme en train de dormir sur un matelas au milieu des cartons. Il s'agit de Rebecca Spencer, la sœur de l'homme qui a aidé la police à faire le lien entre le meurtre des Eaton et le meurtre de sa sœur Rebecca. En la voyant, Craig imagine qu'il s'agit de la femme de l'homme qui lui a fait affront. Il se sent un petit peu coincé parce qu'il est dans l'impossibilité de commettre un vandalisme dans la maison sans réveiller la femme qui du coup va appeler la police. Et en plus, il a laissé sa batte de baseball à l'extérieur. Alors il va dans la cuisine et il s'empare d'une poêle que finalement il trouve trop lourde, alors il va la reposer et se saisir d'un couteau. Il s'avance alors dans le salon et va se poster au-dessus de la femme endormie. Il la regarde pendant quelques minutes. Il n'avait pas l'intention de s'en prendre à elle au départ, dit-il, mais finalement, sa rage et sa frustration se sont reportées sur elle. Elle va finir par se réveiller en sursaut et se mettre à hurler en voyant cet homme hyper imposant au-dessus d'elle, chez elle, dans son salon. Craig va la frapper à de multiples reprises avec le couteau jusqu'à ce qu'elle s'effondre au sol.
À 13 ans, Craig Price vient de commettre son premier meurtre. Ensuite, Craig rentre chez lui, à quelques maisons de là. Il se défait de ses habits ensanglantés qu'il va mettre dans un sac en plastique, qu'il va déposer dans le cabanon en bois du jardin familial. Ensuite, il va s'installer sur son lit pour fumer un joint et il finira par s'endormir avec son chat dans les bras. Le lendemain matin, le frère de Rebecca la retrouve morte dans le salon. C'est lui qui, quelques années plus tard, fera le lien entre le meurtre de sa sœur et celui des Eaton et permettra à la police de relancer l'enquête, d'arrêter un suspect et finalement de trouver le coupable du coup. Craig n'a jamais été considéré comme un suspect dans le meurtre de Rebecca à l'époque parce que les policiers cherchaient un homme, pas un jeune de 13 ans. Et comme je vous ai dit, Craig avait quand même réussi à donner l'apparence d'un ado plutôt normal, donc il n'y avait vraiment pas de raison de le soupçonner. Craig explique que le fait de ne même pas avoir été envisagé comme un suspect, ça va lui donner un sentiment de toute puissance. Je me suis senti intelligent et supérieur, dira-t-il. Il aimait se sentir fort et puissant. Les mois suivant le meurtre de Rebecca Spencer, il reprend sa vie normale, faite de cambriolage, de consommation de drogue et allant à l'école de temps en temps. 2 ans plus tard, en août 1989, alors qu'il fait du vélo dans son quartier, Craig aperçoit une femme qui elle aussi est en vélo avec ses 2 petites filles. Il s'agit de John Eaton et de ses filles Melissa et Jennifer. Craig, voyant que le vélo d'une des 2 petites a déraillé, propose de les aider à le réparer. Il expliquera qu'à ce moment, il n'a pas aimé du tout la manière dont la mère de famille l'a regardée au moment où il s'approchait d'elle et de ses 2 petites filles. Il a pensé qu'elle était raciste. Il a quand même réparé le vélo, John l'a remercié et ils se sont séparés. Quelques jours plus tard, le 1er septembre 1989, alors que Craig passe devant la maison des Eaton, qui est dans sa rue, il dit avoir aperçu John le toiser depuis sa fenêtre. Ça l'a mis en rage, il a de nouveau senti cette haine et cette frustration monter en lui, exactement de la même manière que le soir où il a fini par tuer Rebecca Spencer. Craig rentre alors chez lui, se met à boire et à fumer des joints et il a même pris du LSD. Mais ça n'a pas suffi à le calmer, au contraire. Il décide alors de sortir et il se dirige vers la maison des Eaton. Encore une fois, il explique qu'il avait juste l'intention de vandaliser la maison, bien sûr. Toutes les lumières sont éteintes, mais il y a une porte ouverte. Il rentre par la fenêtre entrouverte de la cuisine, mais fait du bruit, ce qui réveille John qui débarque assez rapidement dans la cuisine. Craig se jette immédiatement sur elle et commence à l'étrangler. Les 2 se retrouvent dans le hall au sol parce que John ne se laisse pas faire, elle se débat avec acharnement. Le bruit va réveiller les 2 petites filles qui vont descendre. Et elles voient un homme en train de s'en prendre à leur mère. Craig va alors dans la cuisine, laissant John au sol. Elle est un peu remuée, donc elle peut pas se lever tout de suite, mais elle demande à une des 2 petites d'appeler la police. Ce qu'elle n'aura malheureusement pas le loisir de faire, car Craig est de nouveau là, et cette fois avec un couteau. Il frappe donc John 58 fois avec son couteau, et une fois qu'il en a fini avec elle, il inflige le même sort aux 2 petites. Souvenez-vous, il s'est blessé à la main, il a donc retiré ses gants pour aller se nettoyer la blessure. C'est là qu'il a marché dans une flaque de sang et qu'il a laissé son empreinte en 46,5. Il n'explique pas pourquoi il a recouvert les corps avec un tapis, des draps, une couverture. Il dit qu'il a peut-être ressenti des remords, mais enfin il n'est pas sûr de lui. Craig s'empare des couteaux, de ses gants ensanglantés, d'une serviette également pleine de sang et s'enfuit des lieux. Comme la première fois, il se défait des preuves dans des sacs plastiques dans la cabane du jardin de ses parents. Et toujours comme la première fois, il va se laver, puis s'installe sur son lit, fume un joint. Il n'a pas ressenti le besoin de changer de processus, vu que la première fois, ça lui a réussi, il s'en est sorti. Jusqu'à ce que 2 policiers le voient le lendemain avec son bandage à la main. Craig Price est arrêté à seulement quelques semaines de son 16e anniversaire. Et dans l'État de Rhode Island, à l'époque, un mineur ne pouvait pas être jugé en tant qu'adulte, quelle que soit l'atrocité des crimes dont il s'est rendu coupable. En effet, la loi prévoyait qu'un mineur criminel soit envoyé dans un centre de détention juvénile, puis qu'à sa majorité, c'est-à-dire à 21 ans, il soit libéré et son casier judiciaire effacé pour faciliter sa réinsertion. Dans le cas de Craig Price, ça veut dire qu'au bout de 5 ans de détention, il serait libre. Sa seule obligation est de se soumettre à des examens psychiatriques, ce qu'il refusera toujours. D'ailleurs, il n'exprime aucun remords et refuse de s'exprimer sur les meurtres. Lors d'une audience, il déclarera que la première chose qu'il fera à sa sortie, c'est de fumer un gros joint.
Plus inquiétant encore, il va déclarer que lorsqu'il va sortir de prison, il fera la une des journaux. Ça sonne un peu comme une menace quand même. L'idée de voir Craig Price, qui a massacré de sang-froid 4 femmes, échapper à un procès et n'être enfermé que 5 ans, révolte les citoyens de Rhode Island. Ils fondent même une organisation à but non lucratif qui a pour but d'éveiller sur le laxisme des lois concernant les mineurs criminels, ainsi que sur les risques que représente la libération prochaine de Craig Price. Cette mobilisation va aboutir à une évolution des lois à Rhode Island sur les mineurs criminels qui pourront désormais être maintenus en détention si on les juge encore dangereux après leur majorité. Malheureusement, cette loi n'est pas rétroactive, donc elle ne concerne pas Craig Price qui, lui, va bel et bien être libéré dans quelques années. Au sein de la prison pour mineurs, Craig Price se comporte dans un premier temps très bien, reprenant ses études, et étant même désigné pour travailler un peu pour effectuer des petits travaux dans la prison, comme par exemple des rondes de nuit. Pour le récompenser de sa bonne conduite, il est même autorisé à filmer un clip de rap, dans lequel il va tenir des propos menaçants contre la police. Mais sa libération prochaine continue d'alarmer. Mais voilà que c'est la propre attitude de Craig Price qui va permettre aux citoyens de Rhode Island de ne plus avoir à s'inquiéter de lui pendant un bon petit moment. Car en effet, en juin 1994, Craig Price est accusé d'avoir agressé un gardien de sa prison pour mineurs. Ce gardien l'a surpris en possession de cigarettes et d'un briquet, mais lui a dit qu'il allait fermer les yeux. Mais il se trouve qu'il a changé d'avis et plus tard dans la journée, l'employé est revenu voir Craig avec un rapport disciplinaire. Et là, Craig a vu rouge, il a cru que c'était un complot pour le maintenir enfermé, il a complètement pété un câble et il l'aurait agressé, menacé de le tuer, etc. Il écopera de 15 années de détention supplémentaire, cette fois dans une prison pour adultes. Cette peine sévère donnera l'impression d'avoir été là pour jouer un rôle de compensation avec la légèreté de la peine dont il avait écopé pour les meurtres. Comme si on avait voulu rééquilibrer la balance. Et Craig va continuer à faire parler de lui en prison. Entre 1996 et 2001, Craig Price recevra encore en tout 15 ans de détention supplémentaire pour diverses agressions sur le personnel pénitentiaire, mais aussi pour des bagarres avec des codétenus, ainsi que pour son refus de se soumettre aux évaluations psychologiques. À ce stade, il aurait été libérable à partir de 2022. Mais en 2017, Craig Price a agressé à l'aide d'un couteau de fortune qu'il avait lui-même fabriqué. A priori, il passe son temps à faire ça en prison, à se faire des petites armes avec des petits bouts de métal, des petits trucs comme ça, comme il faut en prison. Bref, il a agressé un codétenu avec ce genre d'arme et il a écopé de nouveau de 25 ans. Craig Price passera donc probablement le restant de sa vie en prison, ce qui ne semble pas trop déranger les citoyens de Rhode Island, encore traumatisés par l'horreur de ses actes. Étant passé à l'acte à 2 reprises en des lieux étant différents, Craig Price est considéré par le FBI comme le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis. J'en ai fini ici avec l'affaire Craig Price. J'espère que ça vous a intéressé. Je crois bien que l'affaire n'avait pas encore été traitée en français, donc j'étais plutôt contente de pouvoir vous en parler. Comme la dernière fois, ça vous avait plu que je vous retienne un peu après la vidéo pour vous donner mon avis. Donc encore une fois, je vais vous le donner. À titre personnel, j'ai quand même du mal à croire à sa version. Version selon laquelle, à chaque fois, on aurait essayé de lui rouler dessus, donc ça l'a vraiment énervé. Certes, mais est-ce que ça suffit vraiment à décider d'aller tuer des gens? Ou alors, il faudrait croire à sa version selon laquelle il y allait pas pour tuer, qu'en fait, il y allait juste pour vandaliser, mais les deux, ça n'a vraiment rien à voir. Vandaliser une maison et s'acharner 60 coups de couteau sur quelqu'un, il y a pas de rapport en fait. Donc je vois pas comment l'un peut remplacer l'autre. Moi, j'ai vraiment du mal. Et là, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais pour moi, les agressions verbales racistes, non. Si, peut-être qu'elles ont eu lieu, bien sûr, mais je veux dire, en aucun cas, ça peut justifier ça. Tuer des petites filles. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous pensez que ce jeune-là était un petit jeune normal qui juste, trouvait pas bien sa place dans son quartier blanc, donc il a fini tueur en série? Mais vous voyez, dit comme ça tient pas en fait. Puis, attendez, il faut pas oublier non plus que de base, avant qu'il devienne tueur,
c'était pas un petit gars normal, hein. Il se droguait tous les jours, il faisait des cambriolages. Il y avait quand même un terrain propice, hein. J'ai hâte d'avoir votre avis. Et je tiens à remercier encore une fois CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé si vous voulez profiter d'un excellent VPN qui sécurise votre connexion pour un prix plutôt imbattable, 2 €, 3 centimes par mois. Et je vous remercie, vous, évidemment, d'être resté jusque-là et de me soutenir. Vous assurer, ça me touche beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.